Bonjour à tous, nous voilà de retour ici au FIC, Forum International de la Cybersécurité. On est le 29 janvier et on est sur l'espace Cyber Gov Lunch d'acteurs publics. La parole à la gendarmerie, la séquence que nous avons appelée à la rédaction l'innovation en matière cyber à la gendarmerie nationale. Mes deux invités, bonjour à tous les deux, le lieutenant-colonel Fabienne Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques. À vos côtés, mon colonel Éric Fraissinet, chef de la mission numérique de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être fidèles, gendarmerie fidèle à acteurs publics. Nos échanges très pédagogiques, parce que sur ces enjeux cyber, il faut expliquer, il faut raconter, il faut témoigner. Alors dites-nous comment vous travaillez, quel message vous portez sur cette nouvelle édition du FIC et comment vous intervenez très, très concrètement. On démarre avec vous, mon colonel, si vous voulez bien. Oui, tout à fait, oui. Vas-y. Je suis responsable du pôle national de lutte contre les cybermenaces. C'est une nouvelle équipe qu'on a mise en place au mois de novembre pour dynamiser notre plan d'action à la gendarmerie. C'est une trentaine d'années d'histoire dans la lutte contre la cybercriminalité, d'abord technique, puis dans l'enquête sur Internet, la création du C3N que commande Fabienne en 2015, et donc des évolutions en permanence. Et pour faire face aux enjeux qui commencent à apparaître depuis quelques années, c'est-à-dire une accélération essentiellement des menaces dont sont victimes les Français, les entreprises, les collectivités locales, eh bien, on a voulu un pilotage directement depuis la direction générale et je m'occupe de ça avec l'appui du C3N notamment. Le C3N, alors, on en parle beaucoup, vous êtes un acteur important l'année dernière, les années précédentes. Les missions du C3N, plus précisément ? Alors, le C3N est un service de police judiciaire. Notre mission principale, mener des enquêtes. Nous ciblons dans ces enquêtes le haut du spectre de la cybercriminalité. Nous bénéficions d'une compétence territoriale nationale qui nous permet donc d'investiguer sur l'ensemble du territoire. Nous avons également une mission importante d'appui aux unités de terrain, d'un appui technique aux unités de terrain, et également une mission de renseignement. En tout cas, nous sommes en mesure d'avoir une vision sur l'état de la cybercriminalité et surtout, nous sommes en mesure de déceler les phénomènes émergents sur lesquels nous serions en mesure de travailler. Alors justement, vous parlez de ces menaces, on le dit sur les éditions précédentes également, mais très fortement cette année, c'est que les menaces, les attaques se répètent à un rythme de plus en plus fort, se renouvellent. Il faut du coup, vous aussi, que vous renouveliez vos réponses. Quel est l'état de la menace aujourd'hui, colonel ? Alors, globalement, juste pour donner la vision globale des choses, hein, c'est 6900 dossiers chaque mois qui sont traités par les unités de gendarmerie, donc des plaintes qui rentrent, des enquêtes d'initiative de nos enquêteurs sur le terrain, des enquêteurs du C3N. Les volumétries globales évoluent assez peu. 72 à 75% d'une année sur l'autre sont des escroqueries dans le champ cyber. Et puis, ce qu'on voit commencer à grimper, c'est le taux des infractions directement liées au système d'information, des attaques contre les systèmes d'information, et notamment l'année dernière, un développement des attaques de type rançongiciel, sur lequel est beaucoup intervenu le C3N. Et je pense que ça, c'est une évolution importante, une attente plus forte aussi des victimes qui en découlent, qui viennent de plus en plus souvent vers nous, notamment les entreprises, parce qu'elles sont de plus en plus souvent attaquées, qu'elles soient en zone gendarmerie ou en zone police, et il faut apporter une réponse à tous ces enjeux-là. Le reste des phénomènes est très varié. Des échanges de cartes SIM, par exemple, pour détourner des comptes de paiement, des comptes de réseaux sociaux, etc. Des arnaques liées à de la fraude à l'identité, une très grande variété de faits cyber auxquels doivent être formés et se préparer l'ensemble des gendarmes. Et l'amélioration de la réponse, elle doit être sur tout le champ de ces faits-là, et aussi sur, on en parlera peut-être après, la capacité à répondre aux attentes des victimes dans l'action du C3N et dans l'action des unités sur le terrain.
Est-ce que vous voulez compléter sur l'état de la menace? Oui, ce qu'on peut dire en revanche, c'est que les chiffres que nous détenons, malheureusement, ne sont pas forcément le reflet de la réalité, Oui. puisque je pense qu'on alimente finalement un chiffre noir qui reste important. Pourquoi? Parce qu'on a encore beaucoup trop de victimes qui ne déposent pas plainte. Alors pour de multiples raisons, le particulier victime d'une escroquerie, en fonction du type, du thème de l'escroquerie, je dirais, sera plus ou moins réticent à déposer plainte parce que, gêné de s'être fait arnaquer, peut-être un petit peu honteux aussi. Vous aurez la société victime de ransomware qui préférera finalement peut-être taire cette attaque et régler son problème de son côté, tout simplement pour éviter que ça nuise à sa réputation. Image, ouais. Voilà. Mais malheureusement, quand on agit comme cela, on installe le pirate dans un sentiment d'impunité et on l'incite finalement à continuer ses agissements. Voilà. Et ce qui fait qu'à notre niveau, on a quand même du mal à évaluer. On sait que le phénomène de la cybercriminalité est quelque chose d'important, mais l'évaluer précisément, c'est compliqué à cause de ça. On a organisé hier un fil rouge de nos échanges sur la question des territoires. Il y avait des élus qui disaient, mais au fond, nous, collectivités, donc c'était l'exemple d'une collectivité qui s'était fait attaquer, disaient, mais on n'a pas intérêt justement à communiquer parce que du coup, nos citoyens n'auront plus confiance en nous. Il y avait en creux une petite histoire électorale aussi. Voilà, mais ce que vous dites, c'est qu'il faut communiquer. Alors, il faut le faire savoir, pas forcément publiquement, mais ça vous rend plus efficace si vous avez toutes les données, si vous avez tous les... On combat mieux un phénomène si on le combat plus souvent. Voilà. Ouais. Donc, et certaines affaires peuvent également se recouper et nous permettre d'aboutir et nous permettre d'élucider certains dossiers, certaines affaires. Donc, déposer plainte, ça ne veut pas dire communiquer. Nous sommes quand même soumis à un secret de l'enquête qui fait que tant que l'enquête est diligentée, tant que l'enquête se poursuit, nous ne communiquons pas. Et nous n'avons pas le droit de communiquer, nous n'avons pas intérêt à communiquer. La discrétion en judiciaire est évidemment de mise. C'est bien de le souligner, allez-y. Et bien justement, en complément, des fois, dans certains cas, la communication est obligatoire, notamment vers les personnes dont on détient les identités, les informations personnelles. Et donc dans ce cas-là, notre rôle, ça va être de conseiller les victimes pour évaluer l'ampleur de l'impact sur les données personnelles et dire... est-ce que je dois signaler les faits à la CNIL? Est-ce que je dois informer chacune des victimes? Donc il y a des obligations dans le règlement général sur la protection des données en la matière et il faut le prendre en compte. Et puis la communication, alors des fois, certaines victimes sont convaincues que c'est utile de communiquer derrière parce que pour informer les autres personnes du même secteur, des collectivités locales, s'informent entre elles. Il y en a plusieurs qui sont présentes sur le FIC et qui le font régulièrement, qui ont été victimes des entreprises, même récemment victimes et qui ont eu à travailler avec le C3N sur leur enquête, commencent à témoigner, racontent leur cas, etc. C'est utile pour informer les autres et puis sans forcément communiquer publiquement, informer ses pairs, par exemple dans le monde du commerce électronique, parler aux autres entreprises de commerce électronique et leur dire voilà, attention, il risque de vous arriver la même chose, voilà les éléments techniques qui vont vous permettre de prévenir ces infractions, ces risques-là. Et donc la communication, elle n'est pas obligatoire, elle est même interdite dans le cadre de l'enquête pénale elle-même, mais il y a des stratégies de communication qui peuvent être développées et qui seront utiles. Petit problème de son. Le message est passé, hein. Il faut aller vous voir et ce sera, enfin il y a droit pas au silence, mais voilà, vous n'allez pas divulguer publiquement évidemment, c'est une évidence, mais il faut le répéter pour ces personnes-là. Je voudrais revenir à ce que vous disiez mon colonel sur la question à la fois de la sanction, enfin les réponses à ces situations, attaquer ces criminels, et puis le deuxième volet c'est l'accompagnement des victimes. Vous êtes sur ces deux volets-là évidemment. Oui, juste pour introduire peut-être le sujet. On parlait d'innovation, hein, c'est un des thèmes de cette discussion cet après-midi. Innover, c'est par exemple changer la façon dont on communique avec les victimes. Si vous avez des victimes en matière de fraude aux cartes bancaires, par exemple, l'implantation géographique, le fait qu'elles habitent à tel endroit, ne donne pas forcément de lien avec l'auteur des faits, avec la personne qui aura pu détourner leur numéro de carte bancaire.
Et donc, on n'a pas forcément intérêt à recueillir la plainte au niveau local, mais peut-être à rapprocher les informations au niveau central. Donc, c'est ce qui a été fait avec la plateforme Perceval, Oui. de signalement des fraudes aux cartes bancaires sur Internet. Et elle est en place depuis mi-2018. Et au cours de l'année 2019, déjà 200 000 faits nous ont été signalés, c'est-à-dire à peu près 20%. On parle du chiffre noir. Là, on a beaucoup progressé. 20% des faits dont les banques sont avisées ont été proprement signalés à la police et à la gendarmerie grâce à cette plateforme. Donc, innover dans la forme, oui. Une plateforme en ligne. Innover dans l'approche. Fabienne pourrait témoigner, par exemple, de pas mal d'affaires sur lesquelles on se déplace très vite chez les victimes de rançongiciel. Et il y aura d'autres évolutions. Je pense qu'il faut qu'on change la façon dont on est en contact avec les victimes, notamment dans l'immédiateté des faits. C'est important que la gendarmerie, que la police, puis derrière la justice, puisse être très vite auprès des victimes de faits de rançongiciel. Par exemple, parce que très vite, leurs données commencent à disparaître, donc les traces qui nous intéressent. Donc, elles sont plus rapidement en difficulté pour la survie de leur entreprise. Et donc, il faut que la réponse qu'on apporte soit là très vite. Et la deuxième phase, c'est justement cet accompagnement des victimes dans leur difficulté à récupérer le système d'information et jouer l'interface avec les professionnels. C'est une de vos missions, une de vos interventions? Oui, tout à fait. Alors si on reprend effectivement le cas des ransomware, parce que c'est un cas assez typique, hein, nous avons eu effectivement plusieurs dossiers à traiter de ce type et à chaque fois, on se rend compte, j'allais dire comme dans n'importe quel autre contentieux finalement, la prise en compte de la victime est importante parce qu'on se trouve déjà au départ devant des victimes qui sont désemparées, très inquiètes, et ça on peut le comprendre. Et ce sont des victimes qui en même temps doivent gérer la remédiation de leur infrastructure informatique et également gérer la négociation avec le pirate qui leur demande une rançon qui peut être le plus souvent aussi importante. Et que faire? Payer la rançon, tenter de se débarrasser des pirates, récupérer les données, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pas parce que vous payez la rançon que vous allez récupérer les données? Ou bien vous allez effectivement récupérer vos données, vous aurez payé une rançon qui est rarement modique. Ouais. Vous dites, bon, la situation est réglée, mais la vulnérabilité qui aura été utilisée par le pirate demeure. Et quelques jours après, la société se fera à nouveau attaquer. Voilà. Donc c'est important. Je dirais qu'on a toute notre place dans ce dispositif-là, c'est-à-dire qu'on aide, je dirais, on aide la victime à gérer au mieux, je dirais, la situation, à gérer la négociation avec le pirate, c'est-à-dire le faire patienter. Et pendant ce temps-là, eh bien, assurer la remise en route de son système tranquillement. Et on arrive comme ça à faire cesser l'infraction, ce qui est important. Et puis, la plupart du temps également, à éviter le paiement de la rançon. Voilà. Et permettre à la société de se remettre en route, mais de manière fiable, de manière solide. Sécurisée et en confiance. On arrive au terme de notre échange. On pourrait parler longtemps, mais je renvoie d'ailleurs ceux qui nous regardent vers tous les dispositifs que vous mettez en place, les dispositifs en ligne. On pourrait parler synergie, on pourrait parler co-construction, la place de la recherche. Enfin, tout ça est extrêmement important. Peut-être en conclusion, la place des territoires. Vous arrivez, j'imagine, vous l'avez dit en introduction, les menaces ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Vous arrivez à mettre en place des dispositifs différents en fonction des contraintes, des atouts, des menaces, des dispositifs d'un territoire à l'autre. C'est un des enjeux ou alors il n'y a pas la question des territoires est un peu caduque sur ces enjeux numériques? Alors il y a les deux aspects. Il y a des nouveaux territoires et donc il faut s'adapter par exemple à des nouveaux écosystèmes, des nouveaux acteurs et donc échanger avec le monde du commerce électronique, le monde évidemment des entreprises de l'Internet, ceux qui sont dans les infrastructures de l'Internet. Donc ce sont ces nouveaux territoires qu'il faut prendre en compte, à la fois des nouveaux langages, des nouvelles interfaces, des nouveaux espaces de confiance aussi à créer avec le monde de la finance, etc. Et puis dans les territoires traditionnels, géographiques, d'abord c'est notre présence, c'est le fait qu'il y a des gendarmes spécialisés et formés dans tous les territoires, dans chaque brigade de gendarmerie, des enquêteurs correspondants en technologie numérique qui peuvent donner des conseils autour d'eux à leurs collègues qui prennent les plaintes des victimes.
et 5000, ils sont 5000 aujourd'hui en gendarmerie. Et c'est vraiment cette proximité qu'on cherche à développer et qui permet d'apporter cette réponse. Une autre partie de la démarche est autour des actions de prévention, par exemple, vers les différents publics. J'étais la semaine dernière à Bordeaux pour une intervention avec le département de la Gironde. Il faut être en dialogue avec les territoires. Au niveau central, il faut être capable de se projeter, Fabienne l'expliquait, pour apporter l'expertise technique avancée qui parfois est nécessaire. Et sur le terrain, nos spécialistes au quotidien sont en relation avec les entreprises, font du conseil, des actions de sensibilisation vers les mineurs. On le voit sur le stand avec un projet tourné vers les adolescents. Voilà, il faut évidemment s'adapter à tous ces publics et être présent dans les territoires et en proximité. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Voilà, vous êtes vigilants sur tout ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner. Merci de venir nous voir de manière très, très régulière. Donc, je renvoie vers tous vos supports, vos dispositifs en ligne et tous les messages que vous avez passés aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics. À très vite.